Passion MLB, le podcast, épisode numéro 14. Bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute encore une fois cette semaine, que ce soit ceux qui nous écoutent le jeudi à 20h en live sur Facebook, sur X ou sur YouTube, ou que ce soit ceux qui nous écoutent dans un format balado un petit peu plus régulier sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Merci d'être là avec nous au podcast de Passion MLB où on parle à chaque semaine de l'actualité du baseball. Charles-Alexis Brisebois à l'animation ici, en compagnie de Sébastien Berroir, comme à chaque semaine. Mon cher Sébastien, comment vas-tu? Ça va très bien, toi. Ça va bien? Ça va surtout bien depuis que Félix nous a dit Hey les boys, je vais pouvoir être là cette Yes. semaine. Félix Forget du site Passion MLB, du site Dans les coulisses. Et tu as un certain podcast aussi que tu peux plugger si tu veux. Là. La triple menace podcast où est-ce qu'on parle de baseball, on parle des quatre grands sports, mais on parle aussi de baseball. On avait reçu d'ailleurs Charles-Alexis et Sébastien avant le début de la saison pour un show qui avait été vraiment le fun. C'est super le fun de vous avoir les boys. Puis, super le fun. Fait que si vous voulez essayer ça à un moment donné, puis très content d'être avec vous autres ici ce soir. Un gros merci pour l'invitation aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Puis c'est vrai, on vous avait reçu là, toute la gang de la triple menace. Aujourd'hui, on reçoit pour citer, je ne sais pas si c'est sur ton compte Twitter à toi ou quelqu'un d'autre, mais le tiers d'une menace. Donc, oui, le tiers d'une menace, oui. Donc voilà, on a le tiers d'une menace et on a mon père qui nous écrit Salut les gars qui est à l'écoute. Donc tout est en place pour bien commencer ce podcast-là. Et Sébastien, avant de commencer, cette annonce qu'on veut faire, on va le publier là, dans les prochains jours aussi sur les réseaux sociaux. Mais on a un concours avec Passion MLB. On a un chandail d'Otto Lopez quand il était avec les Blue Jays. L'an passé, il n'a pas joué de match officiellement, mais il y a eu des rappels. Donc, il y a eu un jersey sur son dos qui n'a pas été porté dans le cadre d'un match, mais qui a été sur le terrain, mais qui a été porté quand même dans le cadre d'un match qu'on a entre les mains et qu'on veut faire tirer pour quelqu'un qui nous suit, nous, sur Passion MLB. Donc, je vais te poser la question, puis tu vas voir, je me suis préparé une belle petite mise en scène, là, ça va être sans faille. Mais Sébastien, comment peut-on s'inscrire à ce magnifique concours? Écoute-moi bien, là, c'est très, très compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. Seulement d'être abonné à notre chaîne YouTube du podcast de Passion MLB. C'est dans cet environnement-là qu'on va faire le tirage. Puis comme tu l'as mentionné, oui, Otto Lopez n'a pas porté ce chandail-là durant un match, mais c'est quand même un Game Worn jersey. Donc, c'est quand même un beau prix. Puis on espère que ceux qui nous suivent vont être en grand nombre pour remporter ce prix-là. C'est quasiment le meilleur des deux mondes parce qu'il n'y a pas de sueur dedans. Il n'y a pas. Non! Il y a pas... Fait qu'il va être propre. Là. On vous remet quelque chose de bien clean. Fait que, bon, c'est ça. On l'a dit, là, ceux qui vont nous suivre là, sur YouTube, qui vont être abonnés à la page YouTube, pourront être éligibles à participer à ça. On va mettre des détails là, dans les prochains jours. On voulait donner un petit teaser comme ça pour intéresser les gens. Donc, s'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'avance, allez vous abonner à notre page YouTube. Vous ne pouvez pas la manquer, c'est celle où on est en live présentement. Donc, pour ceux qui, qui nous écoutent et celle sur laquelle on retrouve tous les épisodes du podcast, si vous vous abonnez à ça, bien, vous allez être éligible, si vous habitez au Québec, à gagner ce chandail-là. Sébastien, maintenant que c'est fait, passons à notre bloc hebdomadaire sur les Blue Jays de Toronto. Chez les Blue Jays de Toronto cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé dans les derniers jours, Sébastien, un balayage contre les fabuleux White Sox de Chicago, cette superbe puissance du baseball majeur. Ça a-tu sauvé la job de John Schneider, ça? Ben, ça a aidé certainement parce que s'il y avait eu une journée de congé tout de suite après la série contre les Tigers, peut-être que là, son emploi aurait été un petit peu plus en jeu. Là, c'est sûr que ça donne un sursis. Encore une fois, il achète du temps. On dirait qu'à chaque fois qu'il arrive une journée de congé, là, les Blue Jays se mettent à mieux jouer. Là, ça a aidé un petit peu d'affronter les White Sox. Là. C'est une formation qui connaît toutes sortes de difficultés, surtout au point de vue offensif. On n'est pas capable de marquer de points. Puis en plus, les Blue Jays affrontaient pas Garrett Crochet, affrontaient pas Eric Feedy. Donc, ils devaient balayer cette série-là et ils l'ont fait. Donc, on prend tous les points positifs. Oui, ils ont balayé probablement la pire formation de tout le baseball majeur, mais il fallait le faire, puis ils l'ont fait. Félix, toi, cette semaine-là des Blue Jays, qu'est-ce que tu retiens le plus? Le CD Connect qui a été dévoilé dans les dernières minutes officiellement? Ou... Moi, je retiens, écoute, un peu comme Sébastien, je trouve qu'on survit encore, surtout pour John Schneider, on survit une semaine, on vit un peu sur du temps emprunté. C'est l'impression qu'on a à Toronto depuis un bout, puis on sent qu'il y a
tout moment, ça pourrait être la fin pour lui, mais l'équipe survit, puis c'est drôle parce que c'est inconstant, cette équipe-là. Au début, tu avais Vlad qui était le seul à frapper, puis là, dans les derniers jours, George Springer s'est comme rappelé qu'il était capable de frapper des circuits, il en a frappé un, puis on dirait que cette équipe-là est comme pas capable vraiment de trouver son identité, puis au tout cas de prendre son envol. Puis je sais pas comment on peut résoudre ça en 3 secondes. Ce sera pas facile de régler cette saison-là à Toronto. C'est pour ça qu'on commence peut-être à parler de reconstruction, qui est un gros sujet à Toronto. Est-ce qu'on va commencer à échanger les gros noms de l'équipe? De plus en plus, c'est des questions qu'il faut se poser. Puis là, ces matchs-là, on vient de battre les White Sox, mais est-ce que ça donne vraiment un vrai portrait de l'équipe? Est-ce que c'est des victoires qui sont représentatives du noyau de l'équipe et qui vont changer un peu le plan à long terme de l'équipe? Pour moi, il faut faire attention avec ça. C'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut prendre pour acquis, comme que cette équipe-là est vraiment bonne, juste parce qu'on a battu la pire équipe de la Ligue américaine cette semaine. Non, on s'entend, il y a beaucoup d'équipes quand même à dépasser. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de profondeur nulle part. Puis en plus, on a vu là, durant un des matchs justement contre les White Sox, le match de mercredi soir, Alek Manoah qui est tombé au combat. Manoah, Sébastien, qui, écoute, ces 2 départs d'avant avaient été bons pour les standards d'Alek Manoah, en fait, pour les standards du baseball. Il avait obtenu là, des départs de qualité. Je ne m'attendais pas à des départs de qualité après quelques sorties comme ça, on va dire hasardeuses dans le baseball mineur, puis il avait été rappelé un peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'il manquait de lanceurs. Et là, surprise, il y a un lanceur qui se blesse. Les Blue Jays manquent de lanceurs. Je sais. C'était pas prévu. Ben non, je sais pas comment ça se passe. Non? On dirait que les mathématiques ne s'additionnent pas là, dans ma tête. Tu as Yariel Rodriguez qui est en train de revenir d'une blessure, mais pas exactement prêt. Est-ce que Bowden Francis est prêt? Peut-être par la force des choses. Tu n'as plus Mitch White. Les options commencent à être limitées. Là. Sinon, tu te retrouves avec quoi? Avec Paolo Espino comme 5e lanceur? Non, c'est ça. On ne pensait pas dire que la perte d'Alek Manoah allait laisser un trou dans la rotation. On s'attendait à ce que ça soit un rappel puis que ça n'allait pas très bien. Par contre, ça s'est quand même bien passé. Il n'a pas affronté des grosses attaques, des grosses offensives, mais quand même, il a fait le travail puis il n'a pas été aidé par sa défensive non plus. Là. Souvent, on a eu des erreurs qui l'ont mis un peu dans le trouble. Des fois, ça l'a mis dans le trouble au point qu'il a donné des points. Des fois, il s'en est sorti. Mais par contre, en général, ça a été quand même des bons départs depuis son rappel. Donc, présentement, on a un trou. Puis, c'est dommage pour Manoah et pour les Blue Jays parce que là, on avait trouvé une solution, à tout de moins à court terme, mais là, on ne l'a plus, cette solution-là. Ça fait 2 ans là, que l'état de santé d'Alek Manoah fait jaser. J'imagine que ça va devenir un enjeu là, pour la suite des choses en général. On a un commentaire de Denis ici qui dit que j'ai lu dans ses pensées quand j'ai dit les puissants White Sox de Chicago. On s'entend, là, c'est pas le plus gros club de la Ligue. On a une question sur les Blue Jays ici, Félix, de Matt, que je vais te soumettre. Il nous demande quel lanceur important des Blue Jays pourrait être à échanger qui pourrait amener une meilleure production à l'attaque. Donc, un lanceur qu'on pourrait envoyer sous d'autres cieux contre du renfort à l'attaque. Moi, vite comme ça, tu me diras ce que tu en penses, Félix. Il y a 2 noms qui me viennent en tête chez des joueurs de location. Yusei Kikuchi, qui lance très bien, puis je ne pensais pas dire ça il y a 2 ans, mais depuis le début de la dernière saison, c'est un lanceur qui a été chercher de la constance, puis je pense que c'est un gars qui a le potentiel de peut-être lancer des matchs en séries éliminatoires, sans être un lanceur numéro 1 d'une équipe, mais il peut lancer des matchs en séries éliminatoires. Puis en relève, un gars comme Yimi Garcia, qui connaît une saison monstrueuse là, depuis le début. Donc, moi, j'ai l'impression, Matt, que c'est ces 2 gars-là qui pourraient peut-être faire une différence. Là. Je ne sais pas si tu as la même lecture de la situation que moi, Félix. Si les Jays veulent vendre cette année, c'est de loin 2 gars qui vont être à surveiller. Ça va être 2 des meilleurs gars sur le marché tout court. On le sait, à chaque année, les lanceurs sont convoités avant la date limite. Puis un partant comme Kikuchi puis un releveur comme Garcia qui ont des super bonnes saisons, c'est sûr ça va être convoité et tout. Mais si tu veux vraiment redonner un boost à ton équipe, puis vraiment, tu es prêt à abandonner la saison, peut-être même l'année prochaine, l'autre année d'après, Kevin Gausman, que tu peux peut-être aller échanger contre un très bon jeune frappeur, ça peut être à considérer aussi. Évidemment, tu t'affaiblis beaucoup à court terme parce que Gausman ne veut pas reste possiblement ton meilleur lanceur en ce moment, ou en tout cas a le potentiel d'être ton meilleur lanceur. Et il faut donner pour recevoir. Puis Gausman, c'est peut-être la meilleure monnaie d'échange que les Jays ont en ce moment au niveau du monticule. S'ils en ont un à donner, ils veulent vraiment aller chercher un bon jeune frappeur. Kevin Gausman va être un an à surveiller, mais là, il faudrait non seulement qu'on abandonne cette saison, mais l'année prochaine aussi. Puis là, est-ce que Ross Atkins, qui déjà, on sent que est pas sûr de rester, est-ce qu'il va vouloir faire ça? Bonne question. Ça va être des grosses questions que les Jays vont devoir se poser dans les prochaines semaines.
Est-ce qu'il veut faire ça et est-ce qu'il peut faire ça aussi? Ouais, Parce aussi. que est-ce qu'il va avoir les moyens d'échanger à ce point-là? Parce que si tu échanges un petit peu plus loin que les autres années, tu as nommé Kevin Gausman à qui il reste 2 années de contrat après celle-ci. Sinon, on peut penser à Chris Bassett qui en est présentement à sa 2e année de 3. Et Sébastien, un gars qui va être agent libre l'an prochain aussi, un Jordan Romano, qui est un nom qui revient souvent parce qu'on dirait que le closer est en train de perdre un peu de sa superbe qu'il y avait. Il y avait une espèce d'aura autour de Romano qui existe peut-être un petit peu beaucoup moins cette saison. C'est sûr que si on pense à échanger, il va y avoir des équipes quand même qui vont appeler pour Romano, pas nécessairement comme closer, mais en se disant, hey, tu sais quoi, si je le mets en 8e manche ou en 7e manche, ou peu importe, un enclos un petit peu plus dégarni comme les Orioles, les Phillies, quelque chose comme ça. En fait, là, j'ai nommé 2 équipes, Sébastien, tu sais comme moi, là, quand vient le temps de parler des besoins d'une équipe à la date limite, si tu ne mets pas relève, c'est parce que tu t'appelles les Rays de Tampa Bay. Oui, exact. Puis pas les Rays de cette année, les Rays des années Non, passées. Je pense que cette année, ils seraient dans le exactement. mix aussi. Ouais, Donc, ouais. oui, la relève, tu sais, souvent, là, l'enclos de relève des Yankees de New York était le meilleur enclos, un des meilleurs de la ligue. Puis on allait quand même chercher des releveurs, on allait chercher de Ben la ouais. profondeur. On a besoin de bras dans l'enclos de relève. Donc, il va y avoir plusieurs formations, même si Jordan Romano a des difficultés cette année. Puis, même l'an dernier, on a vu que c'était quand même difficile. Il y a des clubs qui vont prendre le risque. Puis, si on ne le place pas dans un rôle de closer, bien, peut-être que là, il va être plus efficace avec moins de pression. Puis là, il va redevenir le Romano qu'on a vu peut-être il y a 2 ans. Puis juste pour revenir sur Ross Atkins, si on décide à Toronto d'abandonner puis d'y aller d'une reconstruction, ce sera ni Atkins ni Shapiro qui vont être là. Ouais, j'ai l'impression que, si on y va vite fait, là, peut-être James Click, hein, qui est dans cette Mhm. organisation-là depuis 1 an et demi, il a gagné la Série mondiale du côté de Houston avant de se faire offrir un contrat d'1 an, là, en tout respect par Jim Crane. Ouais, ok, j'ai compris le message, je vais sacrer mon camp. J'ai l'impression que c'est un nom là, qui pourrait revenir. Mais écoute, encore là, qui sait ce que les gens chez Rogers ont en tête à ce niveau-là? Il reste encore du temps, puis je pense pas que personne n'a décidé, mais les décisions arrivent quand même de plus en plus rapidement. Ça, Félix, on le sent, le fait qu'il y a un certain sentiment d'urgence qui arrive. Moi, une des raisons que j'ai compris ça, c'est quand tu vois que Eric Swanson a été envoyé dans les mineurs. OK, il y avait vraiment une saison horrible, mais c'est quand même un vétéran. Mhm. L'an passé, c'était ton gars de la 8e manche. Tu l'envoies dans les mineurs. C'est non seulement un message à lui, mais c'est un message à toute l'équipe en disant, hey, si vous avez des options et que vous jouez mal, là, surveillez vos arrières parce qu'à un moment donné, nous autres, on n'a plus le temps de niaiser. Là, cette saison-là est vraiment décevante puis il faut faire de quoi. Tu sais, on le sait, Swanson a été acquis en grande pompe. On a échangé Oscar Hernandez puis le plan, c'était clair. On voulait un gars en 8e pour épauler Romano, puis qui pouvait aider en 9e. Puis cette saison-là, pour Swanson, a commencé un peu rock'n'roll. Il y a eu l'incident avec son enfant au camp d'entraînement. A jamais été vraiment en mesure de bien s'établir et tout. Puis c'est difficile quand tu commences mal ta saison, là, ça fait boule de neige. Une mauvaise sortie se transforme en 2, se transforme en 3. Puis surtout un releveur, ça pardonne pas quand tu accumules les mauvaises sorties comme ça. Et là, tu le dis, à un moment donné, à Toronto, on n'a plus le temps de faire des expériences et tout. Tu sais, on parlait des puissants White Sox ont le temps de faire des expériences. Si un gars lance mal, on a le temps de le garder, on ne le renverra pas dans le 3 et tout. Mais à Toronto, on ne peut plus se permettre ça, surtout qu'on tient déjà de l'arrière, on a déjà du retard au classement. Puis l'Est de l'Américaine n'est pas exactement une division où tu peux te permettre de tirer de l'arrière. Surtout que la course pour les équipes repêchées est assez féroce aussi. À un moment donné, tu n'as plus le temps. Si tu ne fournis pas, il y a quelqu'un qui est dans ton dos qui va prendre ta job, puis c'est aussi simple que ça. Évidemment, les Jays ont besoin que Swanson revienne un jour, redevienne le lanceur qu'on sait qu'on a. Puis je pense que l'envoi dans le 3, c'est un peu aussi pour donner réinitialiser. Va te retrouver un peu dans le 3, va prendre 2-3 semaines. Ça va être, mettons, un retour de réhabilitation comme au début de la saison. C'est un peu ça aussi qu'on va faire. On veut comme donner un changement d'air, lui retrouver ses repères, un peu comme on avait fait avec Manoa l'an passé. On va espérer que ça marche mieux que Manoa, que ça a été un petit peu plus long avant de le revoir. Mais si on est capable mettons, donner jusqu'à la pause des étoiles à Swanson pour qu'il revienne puis qu'il redevienne un gros releveur en deuxième moitié de saison, ça ferait du bien à Toronto qui en a vraiment besoin dans l'enclos en ce moment. Puis s'ils n'en ont pas besoin dans l'enclos et puis qu'ils reviennent en force, ben, ils en auront peut-être besoin sur le marché des transactions. Là. C'en est un aussi. S'il retrouve de sa superbe, peut-être que ça peut donner quelque chose. Mais ça, on verra si c'est Atkins ou pas qui décidera, parce que comme David Gosselin nous l'a dit, Atkins ne sera pas l'architecte du ménage à venir. Sébastien, j'ai quand même été surpris de voir des rumeurs en provenance du Colorado d'un certain joueur de troisième but qui performe bien, que les Blue Jays pourraient avoir de l'intérêt à son endroit.
Pourquoi les Blue Jays veulent aller chercher des joueurs en ce moment? Ben, parce qu'on a des trous dans cet alignement-là. Si Ouais, on mais t'es-tu décide, à un Ryan de réussir à remonter la pente? ben pas à un, mais il faut commencer par un à quelque part. Ouais, ouais. Si on décide qu'on n'abandonne pas puis qu'on y va, puis on aurait dû le faire l'hiver passé, là, mais mettons, là, il n'est jamais trop tard. On se dit, on y va cette année, puis l'an prochain, on profite de la fenêtre qui est en train de se refermer, mais qui est encore là. On a encore Vladimir Guerrero, on a encore Beau Bichette qui sont dans l'alignement. Ben, il faut commencer quelque part, puis on le sait, là, on a un trou au troisième coussin, on a un trou au deuxième coussin. Le champ extérieur, on manque de profondeur. Fait qu'il faut commencer à quelque part. Puis Ryan McMahon, c'est sûr que c'est une amélioration par rapport à ce qu'on a présentement dans l'alignement. Ernie Clement, Isaiah Kanner-Falefa, c'est des joueurs de banc pour moi présentement. Ils ne doivent pas être des partants dans cette formation-là. Là, on leur en demande beaucoup. À un certain niveau, ils font le travail. Mais tu ne veux pas avoir ces gars-là dans une formation qui aspire à se rendre en série mondiale ou à tout de moins assez loin en séries éliminatoires. Donc, il faut ajouter des pièces si on prend cette avenue-là. Là, il y a un certain intérêt qu'on mentionne, mais ça ne veut pas dire que les Rockies du Colorado, de l'autre côté, vont vouloir l'échanger. On a quelques commentaires ici dans la messagerie. Il y en a un en particulier là, de David Gosselin que je ressors ici. Est-ce qu'une seule des transactions effectuées par Atkins s'est bien terminée pour les Blue Jays? Moi, les gars, vite comme ça, il y a la transaction Jose Berrios qui me vient en tête parce qu'Austin Martin éclate pas. Puis Simeon Woods Richardson devient un bon lanceur, mais Jose Berrios en est un très, très bon aussi. Mais c'est vrai que sinon, tu regardes, c'est pas nécessairement des transactions. Évidemment, bon, il y a eu le désastre Gabriel Moreno et Lourdes Gurriel Jr., même si Dalton Varsho a une bonne saison cette année. On s'entend que les deux gars se sont rendus en série mondiale l'an passé avec les Diamondbacks. Là, il n'y a pas de débat. Mais sinon, c'est beaucoup des signatures. Tu sais, t'as amené des George Springer par signature. L'équipe actuelle, t'as amené Kevin Kiermaier par signature. T'as amené Justin Turner par signature. Il y a beaucoup de lanceurs partants qui ont été signés aussi. On peut penser à des gars qui étaient l'an passé aussi, sur des contrats d'un an. Un Brandon Belt qui est arrivé par signature. C'est vrai que c'est pas beaucoup par transaction, Félix, que les Blue Jays procèdent. Là. En fait, la seule autre que je vois en ce moment, c'est Matt Chapman, qui n'a pas été Oui, incroyable, mais on n'a tellement rien donné pour que t'as raison. les gars qu'on a donnés font rien en ce moment. Matt Chapman T'as n'a raison. pas été il a quand même solidifié la défensive à l'avant-champ. Il a Oui. quand même eu son impact. Mais c'est vrai que c'est beaucoup des gars qu'on a signés. C'est rare qu'on va faire des transactions qui améliorent vraiment l'équipe. Je pense juste, mettons, à la date limite l'année passée, qu'on avait été chercher Paul DeJong, qui avait été pas mal la définition d'un désastre. Ça a duré, je pense, 3 semaines, puis on cette année de Paul DeJong. Oui. On essaye, mais puis à force d'échanger, ça fait plusieurs années que les Jays aspirent. Fait qu'on fait souvent des petits échanges, même des gros échanges à la date limite. Notre banque d'espoir commence à devenir un petit peu moins bonne avec le temps par la force des choses parce qu'on le fait bien un peu à chaque année. Puis on n'a pas les retours qu'on a pour investir cette banque d'espoir-là. À ce compte-là, Atkins est perdant dans l'ensemble malgré quelques bons coups. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de coups de circuit niveau échange. Tu sais, quand on gagne un échange, c'est souvent parce que l'autre équipe n'a rien eu en retour. Les gars ne se sont pas développés. Puis ça prend plus que ça si tu veux construire une bonne équipe à Toronto. Puis en Tu sais, plus, même si on remonte, Sébastien, là, tu sais, si on remonte au début du règne de Ross Atkins, où il y avait un mandat différent qui était de déconstruire l'équipe, il n'y a rien eu pour ces stars. Tu sais, Bautista est parti pour rien, Encarnacion est parti pour rien, Tulowitzki, ils ont mangé beaucoup de son argent, Russell Martin, il y a eu un espoir en retour que je me souviens plus c'est qui. Tu sais, le cœur de l'équipe a été littéralement donné. Là. Tu sais, je pense que la seule qui a donné un peu quelque chose, c'est Marcus Stroman, parce que ça a permis d'aller chercher, si je ne me trompe pas, là, Woods Richardson, justement, qui a permis d'aller chercher Jose Berrios. Fait que, par définition, peut-être celle de Stroman qui a fini par donner des dividendes, mais en même temps, les Mets ne se sont pas plaints de ce qu'ils ont eu. Là, fait que c'est pas Monsieur Transaction. Là. non, exact. Puis ça a pris du temps, là, cette reconstruction-là, jusqu'à temps qu'on arrive à l'an dernier, où est-ce qu'on était en progression, puis où est-ce qu'on aurait dû continuer à construire. Ça a pris plusieurs années. Donc, ça n'a vraiment pas fonctionné. Puis tantôt, tu parlais de signature. Oui, on signe des bons joueurs, mais pour la plupart, on ne les garde pas à long terme. Puis ceux qu'on garde à long terme, comme un George Springer, ben, on se rend compte que c'est une mauvaise signature. Ouais. On est allé chercher un bon joueur, mais là, présentement, il ne répond pas aux attentes, puis il nous coûte très cher, ce qui on ne peut pas aller chercher d'autres joueurs. Donc, autant du côté des signatures, que du côté des transactions, ça ne va pas très bien. Puis on n'a comme pas pris les bons joueurs. On n'a pas gardé à long terme les bons joueurs.
On a quelques questions là, que je vois là, sur d'autres équipes, là, les Red Sox, les Astros. Là, si vous voulez continuer de les envoyer, là, on va les utiliser dans le bloc de questions à la toute fin. Présentement, continuons là, sur le bloc des Blue Jays avec David qui nous dit comment à Toronto on a pu penser une seule seconde que ce club-là était meilleur que celui de l'an passé. Tu sais, Félix, on misait sur la sacro-sainte amélioration à l'interne. Puis on se disait, les gars vont s'améliorer. Guerrero Junior n'a pas offert des meilleures performances que l'an passé. George Springer n'a pas offert des meilleures performances que l'an passé. Alejandro Kirk n'est pas en train d'offrir des meilleures performances que l'an passé. Dalton Varsho le fait. Ça fait 1 sur 4. Fait que, ça te fait quand même 3 trous que tu avais l'an passé que tu as encore une fois cette année. Puis au lieu de signer Otani, tu signes un Kiev. On misait aussi beaucoup sur le fait que la rotation qui avait été tellement bonne l'année passée allait rester bonne comme ça. Puis, tu peux pas vraiment blâmer beaucoup les partants des Jays en ce moment, mais ils sont plus les surhumains qui étaient l'an passé. Là, ils sont bons sans plus. Puis, tu peux vraiment t'attendre à plus de ce groupe-là qui fait un bon travail quand même dans l'ensemble. Mais évidemment, ils sont redescendus un peu sur terre et l'attaque n'a pas compensé en montant plus. Puis la relève, on l'a dit, est assez difficile en ce moment dans l'enclos. Tout a comme régressé au lieu de s'améliorer. Puis les signatures n'ont pas l'effet escompté. Tu parlais d'IKF, Justin Turner n'est pas le joueur qu'on espérait avoir non plus. Kevin Kiermaier est assez ordinaire aussi. Puis tu regardes l'alignement en ce moment, tu te dis Brandon Belt aurait peut-être fait une différence, mais encore là, est-ce que Brandon Belt, à son âge, était vraiment le morceau qui manquait, le morceau qui faisait rouler cette attaque-là? Parce que si les Jays dépendaient de Brandon Belt au niveau de l'attaque, je m'excuse, mais il y a peut-être des problèmes un peu plus importants au niveau organisationnel en ce moment. On va s'entendre là-dessus. À la place, ils ont décidé de miser sur des Daniel Vogelbach. Daniel qui nous dit l'expérience Vogelbach est terminée selon moi. Oui, on s'entend que si le DG avait vraiment envie, là, il rappellera Elvis Martinez puis il donnerait la job à Vogelbach, mais avec plus de répétitions. Tu as beau dire, ouais, mais il n'y aurait pas beaucoup de répétitions à donner. Ouais, mais tasse Clement, tasse IKF, tasse Biggio, là, mets Turner au 3 puis mets Elvis Martinez DH ou sinon, au pire, accepte ses erreurs. Fait que, je suis conscient que l'expérience Vogelbach est terminée. Moi, je pense que les Blue Jays misent peut-être un petit peu sur le fait de se dire, ben, éventuellement, Joey Votto va venir donner un anan, puis à ce moment-là, on enlèvera Vogelbach. Moi, je pense que Vogelbach sont pas ses sauves jusqu'à ce moment-là. J'espère me tromper parce que là, vraiment, il n'y amène plus grand-chose du côté de Toronto. Mais l'expérience Vogelbach n'aurait jamais dû débuter. Fait que oui, elle devrait être terminée, mais elle n'aurait jamais dû débuter. Puis c'est pas en changeant Votto pour Vogelbach ou vice-versa que ce club-là va changer. Là, on est au même niveau. C'est deux vétérans qui restent des joueurs de banc, qui vont amener une certaine puissance à un moment ou à un autre. Mais c'est pas ça qui va changer le club. Puis pour revenir à ce que tu disais de l'amélioration par rapport à l'an dernier, en plus de penser qu'on allait s'améliorer, on pensait qu'on allait rester autant en santé. C'est quasiment impossible. L'an dernier, les Blue Jays étaient probablement la formation avec le moins de blessés durant toute la saison. Puis là, on pensait que ça allait être la même chose cette année. Puis là, on voit qu'il y a quelques blessures. Puis là, ça met en évidence le manque de profondeur. Ouais, c'est vrai que l'équipe est en santé, puis les gars performaient à la hauteur de ce qu'ils pouvaient. Fait que ça peut pas, tu peux pas faire mieux que ça. Tu peux pas juste, tu sais, Kevin Kiermaier pouvait pas rester le Kevin Kiermaier de 2023. Puis il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner à ce niveau-là. Patrick qui nous dit c'est dommage, en fin de semaine, on n'aura pas la chance de voir Paul Skeens lancer contre Toronto parce que les Pittsburgh, voyons. Les Pittsburgh. Les Pittsburgh, est-ce que je commence à parler? Les Pirates de Pittsburgh, dis-je bien, qui seront dans la ville reine pour affronter 3 matchs les Blue Jays de Toronto. Qu'est-ce que tu t'attends, Félix, de cette série-là, qui n'aura pas Paul Skeens et qui n'aura pas Jared Jones non plus, qui passe peut-être un petit peu plus dans l'ombre depuis le début de la saison parce que tout le monde, on en a que pour Paul Skeens et avec raison, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même un autre excellent lanceur qu'on ne reverra pas. Les deux ont lancé lors du match du programme double, en fait, de mercredi. Donc, on va voir le City Connect, mais on ne verra pas les deux bons lanceurs des Pirates. Puis, tu sais, on revient encore, tu sais, les White Sox, comme quand on a évité Garrett Crochet puis on a évité Eric Fetty. On revient un peu à la même chose avec les Pirates. On arrive contre une équipe qui n'est pas une puissance, est plus respectable que les White Sox quand même, mais tu sais, n'est pas une puissance non plus. Et là, on arrive contre les 3, on évite les 2 gros lanceurs partants de l'équipe. Encore là, tu sais, peut-être qu'on va aller chercher des victoires, peut-être qu'on va gagner la série, même peut-être un balayage, mais est-ce que balayer les Pirates sans affronter Paul Skeens et Jared Jones, qui sont deux jeunes vedettes montantes, qui sont peut-être déjà 2 des meilleurs lanceurs partants malgré leur jeune âge, peut-être déjà 2 des meilleurs lanceurs partants des majeurs, on les évite, puis on affronte un reste de la rotation à Pittsburgh qui est beaucoup moins intimidant que ça.
est-ce que c'est vraiment des victoires qui vont témoigner que les Jays sont de retour, même si on a des bons matchs offensifs? J'espère pour les Jays qu'on va gagner ces matchs-là parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre ces matchs-là. Mais autant tu peux te permettre de les perdre, les gagner, ça ne donne pas grand-chose. En tout cas, ça ne devrait pas changer ta vision à long terme pour cette équipe-là parce que tu évites encore les gros lanceurs. Puis c'est ça à Toronto. On dirait qu'on n'a pas ces matchs-là pour prouver notre valeur. Puis quand on les a, on n'arrive pas à les gagner. Fait que c'est ça qui fait en sorte que c'est un peu difficile de savoir un peu à quoi ressemble cette équipe-là, à part peut-être penser que c'est peut-être pas leur année au final. On a David qui nous dit si tu ne peux pas placer un line-up partant avec 3 réservistes, IKF, Biggio et Turner, le fait qu'il y a juste 3 voltigeurs réguliers dans cette équipe-là, dès qu'il y en a un qui s'absente, ben, tu es obligé d'avoir un David Schneider ou un Kevin Biggio ou à la limite un IKF qui va jouer dans le champ extérieur. Daniel Vogelbach, l'expérience qui n'aurait jamais dû exister, nous dit Claude Jean. Écoute, ça fait beaucoup de points d'incertitude concernant les Blue Jays de Toronto qui, comme Mathieu l'a dit, auraient pu profiter d'un retour de Teoscar Hernandez. C'est pas arrivé. Le club a misé sur les améliorations à l'interne et il n'y en a pas. Donc, on parlera là, dans temps et lieu des joueurs qui seront échangés au mois de juillet. Mais là, en fait, il va y avoir José Bautista et Edwin Encarnacion qui vont être en ville. Ça va tout changer. Ça va tout changer. Oui, mais non, mais juste les insérer. Il frapperait encore 3 et 4 dans l'alignement. Il n'y aurait pas de changement. Tu les insères au même rang dans le rôle offensif, puis là, ça va partir. Ouais. Moi, je pense que tu dis à Bautista, vise ton 19 là, sur le cercle d'excellence en haut, là, puis je pense qu'il est capable de le pogner encore avec son bâton. Il y aurait de la misère à courir au premier. S'il y avait de la misère à 35 ans, il y aurait de la misère à 45, là, mais ça, c'est un détail. Il va avoir moins de misère que Vogelbach, par exemple. Oui. Sébastien, allons-y avec ce qui se passe maintenant ailleurs dans le baseball majeur. En 2021, Ronald Acuna Jr. s'est blessé au genou, saison terminée. Alex Anthopoulos a fait aller sa magie, a été chercher 4 joueurs de champ extérieur ordinaires qui, à leur manière, sont devenus des héros du côté d'Atlanta. Félix, la question que je te pose. En 2024, Ronald Acuna Jr. se blesse au genou, saison terminée. Est-ce que Alex Anthopoulos va faire aller sa magie et va créer un trio composé des Tommy Pham et des Kevin Pillar de ce monde qui vont être MVP de la série de championnat et MVP de la série mondiale pour réussir à compenser la perte de Ronald? Si Anthopoulos réussit une deuxième fois à prendre un trio de gars ordinaires et à les transformer en un trio de voltigeurs qui gagne la série mondiale, j'espère qu'on va lui donner toutes les fleurs humainement possibles comme le meilleur directeur général de l'histoire du sport professionnel. Parce que ça doit. Écoute, déjà qu'il l'a fait une fois, c'est impressionnant. 2 fois, ce serait quelque chose. Mais tu sais, on vient encore à Acuna, c'est vraiment dommage. On l'a vu, c'est un des joueurs les plus électrisants. L'année passée, c'était le joueur le plus électrisant des majeurs. Peut-être avec Shohei Ohtani qui est électrisant pour d'autres raisons. Mais tu sais, Acuna est tellement un joueur excitant et tout qui il frappe pour de la puissance, court vite, qui est mauvais défensivement, mais il faut bien qu'il y ait une faiblesse à quelque part. Tu sais, tu regardes ça, tu dis c'est un des joueurs les plus excitants du baseball, et là, il est encore pas là, ça fait mal. Puis on a vu en 2021, ça avait été difficile pour lui en 2022, ça avait pris jusqu'à 2023 pour être bon. Là, tu vois être blessé en 2024, à peu près au même moment qu'en 2021. 2025, peut-être qu'il va être une année difficile, 2026. Est-ce que c'est juste en 2026 qu'on va revoir le vrai Ronald Acuna Jr.? Ça, ce serait très, très dommage parce que c'est un des beaux jeunes talents du sport. Mais là, la saison ne s'arrête pas là pour les Braves. On doit continuer, tu sais, comme on l'avait fait en 2021. Les Phillies sont vraiment bons cette année. Ça va être ça un peu la différence. On n'a plus l'avantage qu'on avait sur les Phillies en 2021. Tommy Pham est peut-être mieux de commencer à regarder les maisons du côté d'Atlanta. Puis moi, il y a un nom, tu sais, on parle de gars qui performent en série. On parlait des Blue Jays. Tantôt, moi, il y a un nom que je ne sais pas pourquoi je ne peux pas m'empêcher de me dire peut-être qu'ils vont au moins explorer la possibilité George Springer. Peut-être, tu sais, c'est un gars qui a fonctionné en série, un gars qui a produit. Évidemment, il y a les contraintes salariales qui vont être imposantes, puis Atlanta va devoir naviguer ça. Mais tu dis, on est là pour les séries. Springer a tellement bien performé en série avec les Astros. Peut-être qu'il y a un fit à faire là. J'ai hâte de voir ce qu'Anthopoulos va faire dans les prochaines semaines, mais il va être occupé. Ben, tu sais, je déteste pas ça complètement dans l'optique où je pense que c'est irréaliste avec le contrat qu'il y a. En même temps, il a cherché Chris Sale, puis il s'est dit, je vais le placer dans ces conditions-là, ça peut fonctionner. George Springer, ça tombe bien, justement, c'est un voltigeur de droite qui est tombé au combat. C'est exactement la position qui est présentement. Placé plus bas dans un alignement dynamique comme celui-là, je déteste pas l'idée. Je miserais pas un 2 là-dessus, Félix. Non, moi non plus. L'idée de t'insulter, mais j'avoue que l'idée est pas pire. Sébastien, t'en penses quoi, toi?
Ben, moi, la seule façon que ça peut se réaliser, c'est si les Blue Jays gardent du salaire. Tu sais, Oui. Ouais, on s'entend. je vois pas Antopoulos surpayé Non. pour George Springer. Il va aller chercher, comme vous l'avez mentionné, Tommy Pham, tu sais, Eddie Rosario comme dans le temps, mais tu sais, il va pas aller chercher un vétéran qui gagne beaucoup trop rendu à son âge, comme George Springer. Mais par contre, si les Jays décident d'abandonner, comme on l'a mentionné tantôt, peut-être que là, ils vont être enclins à prendre du salaire. Puis oui, on veut avoir un bon retour. On mange de l'argent, mais quand même, on va aller chercher des bons jeunes pour le futur. Puis c'est là que Antopoulos peut arriver puis aller le chercher. Mais si ce n'est pas Springer, ça va être quelqu'un d'autre parce qu'on est sûr Ouais. et certain qu'il va essayer de répéter ce qui s'est passé en 2021. Est-ce que ça va être aussi fructueux? Ouais, ça restera à voir, mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir des mouvements de personnel à Atlanta. Mais c'est sûr qu'un gars comme Tommy Pham est dans la liste, là, Oui. comme Félix l'a dit, il est mieux de regarder les maisons là-bas. Kevin Pillar aussi. Excuse-moi, j'ai-tu dit Kevin Pillar ou Mike Trout? Parce qu'en ce moment, Kevin Pillar qui frappe pour comme 350 en tant que voltigeur de centre régulier des Angels en l'absence de Mike Trout. Je n'avais pas ça sur ma carte de bingo, mais on sait que on sait qu'Antopoulos l'a repêché à Toronto. Il a été le chercher l'an passé, si je ne me trompe pas, qui jouait à Atlanta. Fait que, c'est un joueur qui a une bonne saison, qui peut apporter une polyvalence défensive. Fait que je ne serais pas étonné de voir ce gars-là aussi là, être dans la mire des Braves d'Atlanta. Les gars, juste pour vous donner un petit tease là, pour la période de questions, là, je vois les questions rentrer depuis tantôt, là, ça va dans tous les sens. On va avoir du fun, je pense. Ça va être assez diversifié comme période de questions. Donc, n'hésitez pas à continuer. Là, j'en vois là, sur beaucoup de sujets différents. Donc, c'est le fun de voir cette interaction-là. Mais en attendant, il faut qu'on parle d'un sujet, les boys, qui a fait jaser cette semaine. Sébastien, c'est quand la prochaine fois sur le podcast qu'on va parler de la retraite d'un arbitre? Ben, peut-être CB Buckner, qui est probablement le prochain. Là. En tout cas, j'espère. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même. C'est rare qu'on jase de ce genre de choses-là. Mais on n'a pas le choix d'en parler. C'est la retraite, pas de n'importe quel arbitre, pas de n'importe quel officiel. Là. C'est Angel Hernandez qui finalement accroche ses pantalons gris, ses crampons, tout ce que vous voulez. Là. Tout est accroché. On le verra plus. En tout cas, on espère. Là. Comme tu disais, Félix, on lui souhaite la meilleure des retraites pour être sûr qu'il ne revient pas. Jamais, jamais. Non, je pense qu'on avait fait le tour avec Hernandez. Là, c'était de plus en plus difficile. Puis peut-être que c'était pas le pire arbitre du baseball majeur. Par contre, il avait le don d'aller faire le mauvais call au mauvais moment. Des fois, on se demandait si c'était intentionnel contre un joueur, contre une équipe. C'était un des plus controversés. Sinon, le plus controversé, c'était peut-être pas le pire, mais il était toujours dans la controverse. Donc, au moins, on va sauver ça pour les prochaines années. Félix, Angel Hernandez, comment tu vois ça, cette retraite-là? Parce que comme son avocat l'a dit, c'est lui qui a choisi de prendre sa retraite. Là. Même si le baseball majeur l'a approché en disant « Hey, il est temps », puis qu'ils ont négocié, c'est lui et seulement lui qui a décidé parce qu'il avait fait le tour, puis il était correct avec ça. Tout le monde est correct. Pour vrai, là, j'ai vu un tweet là, de quelqu'un qui a dit « J'ai jamais vu le monde du baseball aussi uni depuis que Bob Nightingale a annoncé la fin du conflit de travail. » Puis je me suis dit « Ah ouais, c'est c'est exactement ça. Tu sais, Aaron Boone l'expliquait cette semaine, puis il a voulu être un peu plus gentil avec Hernandez, qui a été, selon lui, un peu la cible de critiques qui était un peu exagérée. Mais ça reste qu'Hernandez est un peu comme le visage du mauvais arbitrage de la MLB. Puis je pense qu'au final, les gens n'étaient pas tant fâchés contre lui que contre les mauvais arbitres. Puis on avait besoin d'un punching bag, puis ben c'est lui qui était dans le chemin. Tu sais, quand tu connais le nom d'un arbitre dans un sport, c'est souvent un mauvais signe. Puis, ben, tu vois, au baseball, c'est celui d'Angel Hernandez que tout le monde connaît. Moi, tu vois, l'image que j'ai toujours d'Hernandez, c'est il y a quelques années de ça. Il arbitrait un match entre les Phillies et je crois que c'était les Brewers. Carl Schwarber est au bâton et Carl Schwarber, il se fait avoir sur une balle et Schwarber est vraiment tanné d'endurer Hernandez. Hernandez le sort et Schwarber il sort une réprimande. Tu sais, dans les bonnes réprimandes que j'ai vues dans ma vie, là, il était vraiment, vraiment pas content. Puis je pense que c'était un peu ça. Je pense pas qu'il était fâché contre Hernandez en tant que tel, mais il était tanné que ce soit un peu tout croche. Puis bon débarras, j'ai envie de dire. Puis je pense que c'est encore un bon pas vers un jour les arbitres robots s'en viennent. Puis je pense que peut-être que le départ d'Hernandez, ça va faire réaliser qu'il y a peut-être des bons arbitres, mais à un moment donné, ce serait le fun qu'on ait les arbitres robots, qu'il n'y ait plus ces circonstances-là que
il y a un arbitre qu'on connaît le nom tellement il est mauvais, puis il faut que ça arrête. Il ne faut pas que les matchs soient décidés par un arbitre qui veut faire son show. On va juste laisser la bonne décision être rendue au final. Angel Hernandez qui a finalement réussi un bon appel, soit celui de prendre sa retraite. Oui. On va faire ça là-dessus pour le bon appel. Les gars, on voulait parler un petit peu d'un certain lanceur qu'on n'attendait pas du tout dans la rotation des Yankees sans Garrett Cole. Sébastien, veux-tu nous parler un petit peu de cette rotation-là qui est complètement folle en ce moment là, à New York? Là? Ben, c'est fou parce que présentement, Nestor Cortés Jr. est le pire lanceur des Yankees. En début de saison, on s'attendait à ce que ça soit probablement le lanceur numéro 1 en l'absence de Garrett Cole, peut-être avec Rodon selon son état de santé. Mais présentement, j'allais dire ça va un peu moins bien, mais il fait le travail là, en ce moment. Mais les autres lanceurs de cette rotation-là sont exceptionnels. À commencer par Louis Hill, qui fait un travail extraordinaire. Louis Hill, qui, au début de la campagne, on pensait que c'était le gars qui était là par défaut, qui allait sortir de la rotation quand Garrett Cole allait être de retour. On ne s'attendait pas à d'excellentes performances de sa part. Il allait boucher un trou en attendant le retour de Cole, mais ce n'est pas le cas. C'est le meilleur lanceur des Yankees présentement. Clark Schmidt, qui fait aussi de l'excellent boulot. Malheureusement, là, il se retrouve sur la liste des blessés pour au moins 15 jours. On va voir c'est quoi son état de santé après ça. Mais cette rotation-là, puis Carlos Rodon est en train de redevenir le Carlos Rodon des années passées. L'an dernier, ça a été extrêmement difficile. Là. Il se pognait avec des partisans dans les estades, il se pognait avec Matt Blake, l'entraîneur des lanceurs. Il n'y a rien qui allait, mais cette année, il redevient le Rodon des belles années. Donc, le travail que cette rotation-là a fait en l'absence de Garrett Cole, c'était inattendu, mais on ne pouvait même pas s'imaginer qu'il pouvait aller jusque-là. Louis Hill, Félix, là, si les séries commencent dans une couple de mois puis que ça continue comme ça, évidemment, il faut que tu rajoutes Garrett Cole qui va être un lanceur partant là-dedans. Il est en train de mettre son nom dans le chapeau pour être un des 4 partants, mais ce ne sera pas simple à la quantité de partants qu'il y a. Ceci étant dit, de la façon dont il lance, j'ai de la misère à croire que tu ne veux pas l'avoir comme partant. On dirait que c'est un débat qui est intéressant quand même à New York. Là. Je me projette avec les séries, là, mais quand même, il faut commencer à y penser un peu. Là. Ce qui est fascinant de ce gars-là, c'est que si Garrett Cole s'était pas blessé, il n'aurait jamais été dans rotation. Puis là, un peu par accident, il se ramasse à devenir un gars qu'on va voir probablement au match des étoiles de la façon qu'il lance en ce moment. Il y a encore un bon mois à faire, mais tu regardes en ce moment, c'est peut-être le meilleur lanceur de l'américaine ou un des meilleurs. Puis il n'aura pas volé sa place au match des étoiles s'il va là. Non. Puis tu sais, là, tu regardes la rotation, tu sais, là, Clark Schmidt est blessé, puis il y a des choses qui ont le temps de changer. On le sait que les blessures peuvent arriver, tu sais, suffit que Stroman se reblesse comme l'année passée ou que Rodon commence à perdre un peu de nord. Tu sais, des fois, c'est des affaires qui vont se placer par elles-mêmes. Mais là, en ce moment, la rotation des Yankees est tellement solide. Garrett Cole, tu sais, tu parlais de Nestor Cortés, Sébastien, c'est le moins bon de la gang, mais il serait le meilleur lanceur de tellement d'équipes en ce moment. Puis c'est ça qui est fascinant. Il serait le meilleur lanceur de peut-être 10 équipes des majeures en ce moment. C'est le 5e meilleur des Yankees. Ça n'a aucun sens comment il y a de la profondeur. Puis tu sais, au début de la saison, on voyait ça, on dit les Yankees doivent survivre jusqu'au retour de Garrett Cole. Là, non seulement on survit, mais on a la meilleure rotation des majeures et on a le gagnant du trophée Cy Young qui va les rejoindre dans pas long. Sérieusement, Cole il peut prendre son temps avant de revenir. Les Yankees n'ont pas besoin de Cole en ce moment. Et de penser ça au début de la saison, ça aurait été surréel. Bravo au lanceur des Yankees et aussi bravo à Cole qui, on le voit un peu, n'est pas l'entraîneur des lanceurs à proprement dire, c'est Matt Blake qui est là, mais on l'a vu surtout avec Louis Hill, fait un gros travail pour coacher un peu ces jeunes lanceurs-là, les aider un peu, puis il y en a des moins jeunes aussi, mais il reste très impliqué, il est là très souvent avec l'équipe, puis on le sent, ça fait une différence. Louis Hill l'a carrément dit, c'est lui qui est en train de m'aider complètement. Puis Clark Schmidt, un peu comme quand Corey Kluber avait été le mentor de Michael King, Marcus Stroman est un peu en train de faire la même chose avec Clark Schmidt. C'est beau de voir cet esprit d'équipe-là avec les Yankees, puis les lanceurs s'aident entre eux, puis ça fait une différence, on le voit sur le terrain. La rotation est bonne parce qu'il y a cet esprit de corps-là parmi les lanceurs partants. Mais tu sais, Sébastien, tu regardes, là, on dit toujours que la marque des bonnes équipes, c'est la profondeur. Tu le vois présentement sur le monticule, sur les des Yankees, excuse-moi, vraiment pas des Blue Jays. Tu le vois, mais tu le vois aussi, tu sais, par exemple, dans le champ extérieur. Tu sais, t'as Judge qui est là au champ centre, t'as Soto qui est là dans la droite, les deux jouent comme des MVP. Alex Verdugo a trouvé son rôle. Giancarlo Stanton au poste de frappeur de choix est en santé. À tel point que tu te dis, hey mon Dieu, mec Jason Dominguez soit prêt, on n'aura pas de place pour ce gars-là. Tu sais, c'est un luxe
luxe là, d'avoir un Jason Dominguez et de se dire tantôt. C'est pas toutes les équipes qui peuvent se permettre de se dire ça. Là. Non, exactement. Puis ce que tu amènes, c'est un excellent point parce que cette profondeur-là en attaque aide la rotation partante. L'ajout d'un Juan Soto, là, ça change complètement la dynamique dans cette équipe-là. Puis ça fait qu'il y a Ah beaucoup oui? moins de pression. Légèrement, légèrement. À Mais peine. ça fait qu'il y a beaucoup moins de pression sur la rotation partante. Tu sais, qu'on tire de l'arrière, on le sait qu'on Ouais. va revenir. Des fois, on prend les devants par plusieurs points. Donc, les lanceurs de la rotation ont moins de pression que si on doit toujours donner 1 ou 2 points, sinon on sait qu'on va perdre le match, comme un peu les Blue Jays à quelques reprises cette saison. Mais chez les Oh, Yankees, c'est autrement. Tu sais. On le sait que l'attaque va marcher. Il y a des soirs que ça fonctionne un peu moins bien, mais la plupart du temps, ça va fonctionner. Fait que les lanceurs ont beaucoup moins de pression. Puis là, ils font le travail comme ils doivent le faire. Sébastien, est-ce qu'on en serait rendu à la période de questions? Moi, je pense que oui. Pourquoi pas? On a une question ici de Denis qui est en attente là, depuis plusieurs minutes déjà. Denis qui nous rappelle à quel point il prend un malin plaisir à voir les Astros de Houston connaître un mauvais début de saison. Félix, est-ce le début d'une saison très difficile? Donc la question ici, est-ce que les Astros vont se relever? En tant que fan des Yankees, j'espère que non, parce que c'est un peu la kryptonite des Yankees en série. Mais tu sais, les Astros, on le sent cette année, c'est beaucoup moins facile. On sent que l'attaque est un petit peu moins bonne, la rotation est un peu moins bonne. Puis on parlait un peu de la régression qui frappe Toronto, est en train de frapper les Astros un peu de la même façon. Tu as Carl Tucker qui joue comme un MVP, puis tu as Yordan Alvarez aux Altuve qui restent des bons frappeurs et tout, mais Alex Bregman, c'est tellement difficile cette année, puis on n'a pas l'impression que ça va se relever. Au premier but, José Abreu est peut-être un des pires frappeurs que j'ai vu de ma vie cette saison. Jeremy Peña, ça va pas très bien non plus. Il y a des faiblesses à Houston en ce moment. Josh Hader, ça a mal commencé. La rotation a tellement de blessés. Tu sais, à un moment donné, il veut pas, ces blessures-là te rattrapent, puis c'est la profondeur, on parle de la profondeur, les Astros n'ont pas énormément de profondeur parce que autres aussi, ça fait des années qu'on est bon, ça fait des années qu'on fait des échanges. La banque d'espoir est grandement affaiblie. On n'a plus les moyens d'amener du monde pour venir remplacer ces joueurs-là qui se blessent. Puis on sait que c'est ce que Jim Crane voulait faire, mais le propriétaire avait d'autres. Jim Crane, le propriétaire, je me suis mélangé entre Jim Crane et James Click. James Click voulait renouveler cette banque d'espoir-là. Jim Crane, le propriétaire, lui, voulait plus être en mode on veut gagner maintenant et veut pas à un moment donné, ça te rattrape. Puis les Astros, tu sais, on peut leur reprocher quoi que ce soit, mais c'est 8 ans consécutifs de succès sans arrêt. Puis honnêtement, tu peux juste les admirer pour ça. Mais à un moment donné, c'est sûr que c'est des cycles et tout. Puis c'est sûr que maintenant, on allait piquer du nez. Je pensais pas qu'on allait piquer du nez de façon aussi spectaculaire cette année, mais là, on sent que ça commence à rattraper le club toutes ces années-là de succès à pas renouveler la banque d'espoir. La fatigue aussi, peut-être jusqu'à un certain point là, qui s'accumule là, du côté de Houston. Sébastien, on a Matt ici qui nous dit avec tous les départs des joueurs importants chez les Red Sox de Boston dans les dernières années, lesquels de ces départs des joueurs est réellement un regret jusqu'à maintenant? Moi, j'ai envie de te dire que depuis que Steve Pearce est parti, ils n'ont pas regagné. Par sa part, moi, il y a 2 noms que j'identifie. Un, c'est assez facile de dire Mookie Betts, qui aiderait n'importe quelle formation du baseball majeur. Il y a Chris Sale aussi, tant qu'à moi. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une erreur d'échanger Chris Sale parce qu'il recommençait à redevenir bon. Peut-être que le changement d'air aussi lui a fait du bien, mais en ce moment, tu le vois lancer à Atlanta, puis tu te dis, même si les Red Sox ont de bonne rotation, avoir un Sale comme ça après avoir enduré toutes les années où il a été blessé, ça pourrait être pas pire. Est-ce qu'il y a des noms là, qui te viennent à l'esprit, là, peut-être à part ces 2 joueurs-là? Est-ce que pour toi, un Bogart, tu pourrais faire la différence en ce moment? Ou... Ben, tu sais, oui, Bogart, c'est pas nécessairement la saison de sa carrière, là, loin de là, mais on a un trou à l'avant-champ. C'est très difficile défensivement chez les Red Sox. Oui, on a Trevor Story qui est toujours blessé, mais on commet beaucoup trop d'erreurs qui nous coûtent des matchs à l'avant-champ. Donc, oui, un Xander Bogart pourrait solidifier cet avant-champ-là. Dans le cas de Mookie Betts, c'est pas tant d'avoir échangé Betts, c'est le retour qu'on a eu. Qui était nettement insuffisant. Là. C'est vraiment une mauvaise transaction des Red Sox à ce moment-là. Si tu échanges un Mookie Betts, que tu vas chercher 4 ou 5 espoirs, dont 3 qui deviennent d'excellents joueurs, ben là, ça s'équivaut. Tu es capable de reconstruire puis de bâtir une formation gagnante. Mais là, ça n'a pas été le cas. Puis si on parle de Chris Sale,
j'ai pas l'impression que c'est une mauvaise décision de l'avoir laissé partir parce que je pense pas que Sale aurait fait la même chose qu'il est en train d'accomplir présentement. Par contre, encore là, est-ce qu'on a eu le bon retour pour les services de Sale? Je suis pas sûr. C'est sûr que, tu sais, si les Red Sox avaient obtenu un retour à la Juan Soto comme les Nationals de Washington ont eu de la part des Padres de San Diego. Peut-être que là, en effet, ça aurait pu faire une certaine différence, mais ils ont eu Alex Verdugo qui, devine quoi, en ce moment est bon, mais à New York. Fait que c'est comme le pire des deux. Verdugo les aidera en ce moment. Verdugo fait partie des gars Oui. d'avoir échangé, ça leur fait mal. Puis j'en reviens pas de dire ça en tant que quelqu'un qui a détesté Verdugo pendant des années. Mais tu le regardes avec les Yankees, il fait vraiment une différence, que ce soit dans le champ extérieur ou au bâton. Verdugo frappe 4e pour les Yankees en ce moment, qui sont une des meilleures équipes des majeurs. Puis il a pas l'air d'être pas à sa place. Là. Il est vraiment à sa place comme 4e frappeur de cet alignement-là. Puis tu dis un Verdugo, ça ferait du bien à cette équipe-là parce qu'on a besoin de talent, on a besoin d'attaque pour monter des matchs, on a besoin de lanceurs. Puis Verdugo aiderait à ce niveau-là. Puis je pense que non seulement on a perdu Betts, mais on a perdu Verdugo qu'on a eu pour. À un moment donné, ça commence à faire beaucoup de contre-coups de cette transaction-là qui font mal à long terme. On n'aurait jamais dit ça à Félix? Jamais. Jamais en 100 ans. Non, puis en plus, c'est la même chose. Les Red Sox n'ont rien eu pour Verdugo. Donc, c'est une mauvaise transaction. C'est pas le fait de perdre le joueur, c'est d'avoir rien en retour qui fait mal. Ouais. Mais tu sais, ça, parlons-en un petit peu, là, ça m'inspire là, une petite question là, que je vais te lancer, Félix. Le dossier Alex Verdugo, on a compris durant la saison morte que c'est Aaron Judge qui avait poussé, puis c'était pas la première fois qu'il poussait pour dire hey, il me semble que Verdugo, ça nous le prendrait. Puis, c'est un stretch de dire ça nous prend Verdugo à New York, là, parce que tout le monde a fait le saut quand cette transaction-là est arrivée. Tout le monde s'est dit oh, ouais, Alex Verdugo à New York pour vrai. Mais tu sais, Judge, il n'a pas peur de s'entourer justement de gars que il sait de replacer, tu sais, d'avoir eu l'œil de se dire, tu sais quoi, moi, je veux Verdugo, je vais aller voir mon DG, je vais donner mon stamp of approval en disant, ouais, je pense que ça nous prend ce gars-là, va nous le chercher, puis moi, je vais en faire quelque chose. Quand même, c'est un move aussi, tu sais, oui, de Brian Cashman, mais d'Aaron Judge aussi, là. Tu sais, Alex Verdugo m'a fait reconsidérer le fait d'être un fan des Yankees au complet. C'est quand même gros, là. C'était vraiment une grosse épreuve. Puis, écoute, Juan Soto est arrivé 1 heure après, je pense, ça a aidé à faire passer la pilule. Mais, tu sais, Verdugo, ça a été un gars qui était tellement détesté à New York. Puis, il aime le rôle d'être le méchant. Puis, tu sais, on le voit à Boston, il se faisait un plaisir à antagoniser les fans à New York. Puis, autant il autant il c'était le méchant à New York quand il était à Boston, autant il est rapidement devenu presque un favori, surtout dans l'enclos et tout. Puis tu regardes, cette équipe-là a tellement besoin d'un Verdugo. On avait besoin d'un joueur de champ gauche compétent. Et pour la première fois depuis Brett Gardner, on en a un en Verdugo qui fait tellement du bon travail au champ gauche. Et juste hier, c'était peut-être avant-hier, le match contre les Angels où il y avait une flèche qui était frappée au champ gauche. N'importe quel joueur de champ gauche qui jouait pour les Yankees depuis Brett Gardner, il laisse passer cette balle-là assez facilement. Et lui, il l'a attrapé. C'était pas un jeu qui était facile, mais ça avait presque l'air routinier avec lui. Ça c'est une grosse différence pour les Yankees. Puis c'est pour ça que je le vois avec les Red Sox. Peut-être qu'un comme ça aiderait parce que les chiffres sont pas monstrueux, mais il fait des petites choses qu'on voit pas. Puis surtout, il amène comme pas un swag, là, mais il amène comme une énergie dans une équipe qui vaut quelque chose. Puis c'est pas rien. Puis en ce moment, les Yankees, je pensais jamais dire ça, ont besoin de Verdugo. Et ils en ont pas juste besoin un peu, ils en ont beaucoup besoin. Mais ça montre aussi à quel point Aaron Judge est un leader. Oui. C'est pas pour rien que c'est le capitaine des Yankees, puis il n'y en a pas eu beaucoup des capitaines avec les Yankees. Verdugo a eu des difficultés à Los Angeles avec ses coéquipiers, arrivé en retard, a eu des difficultés à Boston aussi. Puis là, il arrive à New York. Puis, tu sais, oui, l'échantillon est encore petit, il peut se passer encore des choses, mais j'ai pas l'impression qu'il va se passer des choses parce que tu as un capitaine qui va ramener cette équipe-là, qui va ramener les cas qui sont peut-être un petit peu plus difficiles, entre guillemets, là, puis qui va rallier tous ces joueurs-là ensemble, puis ça part d'Aaron Judge. On va le savoir quand il va y avoir une séquence de défaites, je pense. Je pense que, éventuellement, il va y avoir une séquence de défaites. Là, comment ça va être perçu d'avoir un gars qui a un caractère fort comme Verdugo, peut-être même un Marcus Stroman, qui est aussi un gars qui a un bon caractère. On a été chercher des gars de même, puis là, c'est le fun, ça marche bien parce qu'on gagne. Comment ça va se passer quand on va peut-être avoir des défaites? L'ambiance va être un peu plus morose. Comment ces gars-là vont s'intégrer dans cette situation-là? On a Judge, on a Anthony Rizzo aussi qui fait un bon travail là-dessus, puis je pense que Garrett Cole, DJ LeMahieu, peut-être qu'on en parle moins, mais font aussi un gros travail à ce niveau-là.
Mais quand il va y avoir une séquence de défaites, ça va être une autre réalité. Et là, ça va être vraiment important que ces leaders-là se lèvent pour éviter que là, ça se mette vraiment que le bateau parte un peu, qu'on perde le nord avec cette équipe-là. Sébastien, je ne sais plus si tu as en tête le jeu qui a eu lieu la semaine passée entre les Orioles et les White Sox. Le ballon qui a été envoyé, si je ne me trompe pas, je pense que c'était à Gunnar Anderson, qui était en arrière là, du joueur de deuxième coussin. Tu peux-tu expliquer à Matt un petit peu ce qui s'est passé là, sur le fameux jeu où on a déclaré là, de l'obstruction qui n'existait pas du tout? Non, qui n'existait pas. Il y a eu une petite obstruction au moment où Anderson s'est avancé vers l'avant-champ et que le coureur retournait au deuxième but. Mais c'est une chandelle intérieure, c'est un infield fly, donc c'est le retrait automatique. Le joueur aurait pu échapper la balle, puis le frappeur aurait été quand même retiré. Et là, on a appelé le retrait du frappeur, on a appelé le retrait du coureur également pour interférence. Donc, ça n'avait vraiment pas lieu. Puis c'était dans un match qui les White Sox étaient en train de revenir dans cette rencontre-là. On avait encore des coureurs sur les sentiers. Ça l'a tué complètement la remontée. Ça l'a donné la victoire aux Orioles par le fait même. Mais c'était un appel qui n'avait pas lieu d'être parce que même le lendemain, le baseball majeur s'est excusé en disant que cet appel-là n'aurait pas dû avoir lieu dans la rencontre. Mais quand on parlait d'officiels tantôt qui veulent un petit peu voler le show, là, ben, ça sortait un petit peu de nulle part. On dirait que cet officiel-là avait le désir de faire cet appel-là dans cette situation-là, alors qu'il n'y avait aucune interférence à appeler sur cette séquence-là. Mais c'est drôle parce que hier, le match des Yankees contre les Angels, il s'est passé sensiblement la même chose. Il y a un ballon qui est frappé à l'avant-champ. Les buts sont remplis, aucun retrait, c'est en première manche. Et un ballon qui est frappé à l'avant-champ, Zach Neto, qui est le joueur de réco des Angels, attrape le ballon. Et Juan Soto, qui est le coureur au deuxième, veut revenir au deuxième pour évidemment pas se faire retirer. Et en retournant, entre en contact un peu avec Zach Neto. Et lui est déclaré out et le frappeur est déclaré out. C'est un double jeu qui était profondément stupide pour aucune vraie raison. Soto ne pouvait pas aller nulle part d'autre et je comprends que la balle était frappée là, mais tu sais, c'est encore une zone grise. Puis je pense qu'on va commencer à avoir ces appels-là plus souvent parce que on l'a fait une fois, là, les arbitres vont vouloir se défendre entre eux. Puis le gérant des White Sox l'avait dit après le match. Il dit vous allez commencer à avoir ces appels-là beaucoup plus souvent. On l'a déjà vu cette semaine. Puis je pense que c'est peut-être pas le premier qu'on va voir cette saison en ce sens-là. Puis le danger aussi, c'est que là, les joueurs d'avant-champ vont aller chercher le contact avec le coureur, surtout sur une chandelle intérieure. Tu sais que le retrait, même si tu l'échappes, c'est pas grave. Le retrait est automatique. Donc, on va aller chercher le contact, essayer d'aller chercher le retrait supplémentaire. Dans le cas de Soto, au moins, le joueur en défensive a échappé la balle, tandis que dans le cas d'Anderson, en plus, il avait capté la balle. Donc, il n'y avait pas d'interférence. Il l'a attrapé. Il était sous la balle à peu près 30 secondes avant qu'elle tombe. Là, j'exagère, là, mais il n'y avait pas de jeu, tandis que dans le cas de Soto, dans le match d'hier, c'était un petit peu plus serré. Là. Anderson ne comprenait même pas pourquoi il avait été appelé pour interférence. Ah non, c'est ça. Ah non, puis tu sais, le coureur qui était sur les sentiers avait pris du lead comme tous les frappeurs de l'histoire du baseball majeur en prennent au deuxième coussin. Puis quand tu as vu que c'était un infield fly qui s'en venait, ben, il est retourné à son coussin en suivant sa ligne de course. Là. Je veux dire, il n'y a rien qui pouvait faire de différent là, sur ce jeu-là. Jay ici là, qui nous parle un petit peu là, des Red Sox qui étaient supposés terminer dernier, puis finalement ils ont tenu leur bout. C'est une équipe, Félix, qui se maintient présentement là, dans la course. Penses-tu qu'ils ont ce qu'il faut pour se rendre un petit peu plus loin? Penses-tu que ce personnel de lanceurs-là est assez solide pour construire quelque chose en 2024? Tu sais, on en parlait un peu. Les Red Sox n'ont pas une vilaine équipe. Puis oui, on a commencé la saison au-dessus des attentes. On a eu les partants ont un très gros début de saison. Mais là, tu vois, on a vu Cutter Crawford qui a tellement eu un bon début de saison, qui a beaucoup ralenti et là est blessé. Sa saison est probablement terminée. Tu sais, là, tu regardes, est-ce qu'on va avoir les ressources pour remplacer ce monde-là? Puis on a du talent à Boston, mais à proprement parler, je pense qu'il va vraiment falloir que les gars jouent au-dessus de leur tête pour continuer comme ça. On va peut-être se battre pour une place parmi les équipes repêchées, surtout avec les Jays qui déçoivent, les Rays qui ne sont pas ce qu'ils ont déjà été, puis les Astros qui ne sont pas là. Il y a de la place pour aller chercher ces places en série-là. Est-ce que les Red Sox vont être capables de garder le cap, surtout avec la rotation qui commence à être amochée un peu? Est-ce qu'on va être capable de garder la tête au-dessus de l'eau? Je ne sais pas, mais c'est bien de voir. En ce moment, c'est vrai que les Red Sox jouent de la meilleure balle que ce à quoi on s'attendait. J'ai hâte de voir si on va être capable de continuer à le faire. Je pense qu'on va commencer à ralentir un peu, commencer à accumuler un petit peu plus de défaites. J'espère pour les Red Sox qu'on va continuer à être bon parce que le baseball se porte mieux quand les Red Sox sont bons. Mais je ne sais pas si on va avoir la profondeur pour garder la tête au-dessus de l'eau
et vraiment rester dans cette course aux séries-là jusqu'au bout et peut-être même se rendre en série éventuellement. Imaginez des matchs significatifs entre les Red Sox et les Yankees au mois de septembre, puis des matchs significatifs entre les Yankees et les Dodgers à la fin du mois d'octobre. Je pense que Rob Manfred, il regarde ça et il se dit « OK, Il en oui. » rêve. Il en rêve. Par contre, ça ressemble beaucoup à l'an passé. Hein, les Red Sox, c'était un peu la même chose. Gros début de saison. On s'est battu peut-être jusqu'au mois d'août. Puis là, après ça, ça l'a cassé. Puis, tu sais, l'an dernier, on avait les Yankees qui n'allaient pas bien. Ils sont remplacés par les Blue Jays qui ne vont pas bien cette saison. Donc, il y a beaucoup de similarités. Puis, ça risque de finir de la même façon. On a une question de Matt ici que je te soumets, Sébastien. Quelle est la principale clé du succès pour Cleveland? Est-ce que c'est juste l'entraîneur Steven Vogt comme ça là, qui est arrivé, là, qui fait un excellent travail de gérant en remplacement quand même de Tito Francona, là, qui était quand même une grosse pointure? Moi, j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses, là, mais les meilleurs sont les meilleurs présentement. Tu sais, tu regardes un gars comme José Ramirez, il prend le club et il le met sur ses épaules. Tout le monde est un peu meilleur quand Ramirez est à son meilleur. On sait que les Guardians ont toujours un bon personnel de lanceurs. Les lanceurs sont bons même si Shane Bieber n'est pas là. Puis en relève, là, un nom dont on ne parle pas assez, là, Emmanuel Classé, là, il y a du stuff dans cette balle-là. Ah, j'espère. Emmanuel Classé, quand tu arrives en 9e, c'est classé, c'est une victoire. Ah, c'est réglé. On passe à autre chose. mais oui, c'est ça. C'est les meilleurs joueurs font le travail. Josh Naylor, excellente saison. Beau Naylor derrière le marbre. Ça va pas très bien du côté offensif de la balle, mais défensivement, excellent receveur. Donc, les joueurs font le travail. Puis, je pense pas que ce soit le changement de Francona à Voigt. C'est plus la continuité. Oui, l'an dernier, ça avait été plus difficile, mais avant, les saisons précédentes, on jouait de la petite balle, on faisait ce qu'on avait à faire. Les joueurs qui devaient performer performaient. Puis on le faisait au bon moment. Ça nous amenait en séries éliminatoires. Rendu là, ben, oui, c'était plus difficile, mais quand même, on s'était rendu avec quand même une formation de petits marchés, avec une masse salariale qui était quand même réduite. Donc, c'est la continuité de cette mentalité-là qui fonctionne. Tu sais, on parle beaucoup des Rays qui sont un peu dans le même moule. On les voit beaucoup plus parce que, tu sais, dans la division des Jays, des Yankees, des Red Sox, tu sais, ils n'ont pas trop rapport là, avec les grosses équipes. Mais Cleveland fait un peu la même chose depuis des années. Cleveland sort des lanceurs comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu sais, un gars que tu as vu travailler au Walmart devient le lanceur partant de Cleveland, fait de la super job toute l'année pour les Guardians. Tu sais, cette équipe-là qui a de générer du talent très facilement. Puis, José Ramirez est cruellement sous-estimé. Ça fait des années qu'on dit qu'il est sous-estimé. Il est encore sous-estimé après toutes ces années-là. Quel joueur de balle. Puis, tu regardes les frères Naylor qui font du bon travail. David Fry qui est en train de faire du solide travail comme receveur et sur 2 semaines incroyable au niveau offensif. Il y a du talent dans cette équipe-là à Cleveland. Puis, c'est des noms qu'on connaît peut-être un peu moins. Puis, il y en a beaucoup qui ont comme un peu considérés comme morts après l'échange de Francisco Lindor. Mais on continue de se renouveler à Cleveland, puis on continue d'être bon année après année. Puis c'est vraiment une belle histoire, cette équipe-là, de voir qu'on réussit à se renouveler tout le temps, puis à se battre même avec des grosses équipes qui ont des bien plus gros moyens financiers que question ici, messieurs. Possibilité de voir arriver l'an prochain Rocky Sasaki, nous mentionne Patrick Boivin, qui est un grand lanceur. Ben, Sasaki, qui est un grand lanceur là, pour Patrick Boivin, je ne le sais pas, là, si tu sauras me le dire. Mais Sasaki, là, qui est un excellent lanceur au Japon, que certains considèrent meilleur que Yamamoto. On parle d'un talent générationnel, un gars qui est très, très jeune aussi. Vos prédictions pour son choix d'équipe? Patrick, en un mot, je vais te dire les Dodgers. C'est une équipe qui a circulé, puis regarde, je pense qu'ils essayent de se créer une espèce d'alliance nippone là-bas. Imagine, là, si tu as Otani, tu as Yamamoto, puis tu as Sasaki sur le monticule, ça peut être assez tentant pour lui. Je pense que ça va être une destination qu'il va considérer par la force des choses, puis eux autres aussi vont vouloir aller le signer parce que ce sont les Dodgers, mais Félix ne devrait pas être seul là, dans cette course-là, là, faire sa part, là, les Dodgers. Ils seront pas seuls, les Yankees, les Mets vont être là, on le sait, on avait été liés à Yamamoto, puis je pense que l'argent qu'on avait gardé pour Yamamoto est allé directement dans la banque Sasaki, mais je pense qu'un peu comme l'année passée, le lanceur japonais va utiliser les deux formations new-yorkaises pour monter les enchères, pour finalement aller avec les Dodgers au final, tu sais, Yamamoto est là, Tani est là, je pense que, tu l'as dit, on veut se créer comme cette alliance-là, puis c'est frustrant parce qu'on a comme toute l'impression que ça s'en vient, puis j'ai vraiment l'impression que ça va se concrétiser au final.
Peut-être que des équipes qu'on connaît moins. Tu sais, on sait que les Mariners sont toujours bons pour intéresser ces joueurs japonais-là. On dirait que l'attrait d'Ichiro Suzuki continue d'amener des Japonais à Seattle. Est-ce qu'on va être capable de concrétiser ça parce qu'on n'a pas les moyens financiers des Dodgers, des Yankees, des Mets? Je pense que ça va être un peu plus compliqué. Tu sais, je pense que les Dodgers sont comme le mélange parfait de on a des joueurs japonais, on a la familiarité puis on a l'argent. Je pense que il y a comme la tempête parfaite pour ça. Puis on va entendre New York, on va entendre d'autres équipes, on va entendre les Rangers aussi, d'après moi, qui ont des moyens financiers, des bons moyens financiers. Peut-être que les Jays vont faire parler d'eux un petit peu là-dedans, mais je pense que ça va être les Dodgers au final. Rocky Sasaki est dans un avion en direction de Toronto. That's it. Messieurs, allons-y plus rapidement. Là, on a quelques questions là, pour finir ça ici. Matt qui nous demande quelle est la prochaine destination que vous prévoyez pour Pete Alonso. Sous Scott Boras, il a refusé des prolongations de contrat avec des Mets de New York. Je ne sais pas nécessairement à quelle équipe il va être échangé à la date limite. Ça dépendra peut-être des besoins. Des fois, au premier but, c'est un petit peu plus tricky. Mais je m'attends quand même à ce qu'il y ait des bonnes chances de revenir chez les Mets l'an prochain à long terme. Là, je pense que Steve Cohen comprend l'importance d'un gars comme Pete Alonso. Sébastien, t'en penses quoi? Oui, certainement. C'est sûr que si on va chercher Juan Soto du côté des Mets, peut-être qu'on va laisser de côté Pete Alonso. Mais principalement, là, c'est le visage de la franchise. Les partisans s'identifient à Pete Alonso, donc on va vouloir le garder avec les Mets de New York. S'il ne demeure pas dans le Queens, bien, peut-être les Cubs de Chicago qui, dans les prochaines années, ça va être la fenêtre des Cubs. Là, donc, on va vouloir ajouter des pièces importantes. Puis d'ajouter ce bâton-là dans cet alignement-là, ça ferait toute une différence. Félix, je te soumets cette question-là de Patrick ici. Vos choix pour les recrues de l'année jusqu'à présent. En début d'année, il y en a beaucoup qui ont dit Jackson Holliday. Je ne pense pas nécessairement que c'est lui qui va le gagner cette saison là, de la façon que c'est parti. Il y a quand même des recrues qui se démarquent un peu partout. Là, toi, as-tu des noms à nous soumettre à ce niveau-là? Penses-tu que dans le National, par exemple, penses-tu qu'il est un petit peu trop tard pour Paul Skeens parce qu'il a commencé au mois de mai? Ou... Ben, tu sais, hier, depuis le début de la saison, Shota Imanaga, elle a tellement parti pour la gloire. Là, hier, a finalement eu son premier départ difficile. Puis Paul Skeens est tellement dominant depuis qu'il arrive. Puis on sait que c'est comme. Il y a du buzz autour de lui qu'il n'y avait pas nécessairement autour d'Imanaga quand il est arrivé. Peut-être que si Skeens continue à être le lanceur dominant qu'on sait qui est, peut-être qu'il va avoir de la considération pour ça. On parlait de Jared Jones aussi à Pittsburgh, peut-être que lui aussi va avoir un peu de considération. Imanaga qui a un début de saison exceptionnel. Yamamoto qui, on ne sait jamais, peut toujours se relever de ça. T'sais, il y a beaucoup de bons candidats dans la nationale pour ça. Dans l'américaine, en ce moment, je pense que Louis Hill est le meneur pour ça parce qu'il y a encore le statut de recrue avec tout ça. Il ne faut pas oublier, il avait lancé un petit peu dans les majeurs et sorti un peu de nulle part, mais encore le statut de recrue, puis en ce moment, est tout désigné pour aller au match des étoiles. Il semble être un candidat logique pour ça en ce moment. Je donnerais l'avance à Louis Hill pour le moment, mais ça a le temps de changer. Il suffit que des gars comme Wyatt Langford, des gars comme Evan Carter se mettent à frapper ou à la grosse limite, ça c'est un petit peu plus improbable que Jackson Holliday revienne et se remette à frapper comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais considérant qu'il vient de se faire striker par David Fletcher hier, je pense qu'on n'est pas tout de suite au moment où il va se faire rappeler dans les majeurs. Je pense que si ça retourne du côté de Baltimore, c'est peut-être plus Colton Cowser qui a des chances de le gagner que Jackson Holliday. Sébastien, petite question ici de Jean-François qui nous demande pour quelle raison, à part le rendement de l'équipe, le baseball ne semble pas fonctionner en Floride du côté des Marlins. Les assistances sont faibles depuis des années. Le rendement de l'équipe est un bon élément de réponse, mais les équipes de la Floride sont toujours gérées tout croche. C'est pas aussi. Il y a beaucoup d'offres sportives quand même en Floride. Là. Oui, exact. C'est ça. Il n'y a pas seulement le baseball. Si on parlait seulement des Rays, bien, c'est sûr que le stade est mal situé. C'est un stade couvert un peu qui est dans le style d'un entrepôt. Là, donc, c'est pas très le fun d'aller s'enfermer un beau dimanche après-midi pour aller voir les Rays performer dans le fin fond de l'entrepôt. Mais dans le cas des Marlins, tu l'as dit, c'est très mal géré. On avait une équipe qui était en progression. On avait une directrice générale c'est ça. Qui était en poste, qui était en train de construire cette formation-là. On avait de bons jeunes, puis encore une fois, on abandonne, on échange nos meilleurs joueurs. Donc, c'est difficile d'installer une récurrence. Des gens qui ont du plaisir à aller voir une bonne formation évoluer. On n'est pas capable d'installer ça. On ne veut pas dépenser. Ça fait des années qu'on ne veut pas sortir de l'argent de notre poche pour avoir une bonne équipe. Puis là, on était
on s'est rendu en séries éliminatoires. Là. On voyait cette progression-là. Ça aurait été le temps, justement, de sortir quelques dollars puis d'améliorer cette formation-là. Mais au contraire, on régresse. Donc, il n'y a personne qui va aller voir ce spectacle-là. Mal situé à Tampa Bay, mal géré en Floride, là, du côté des Marlins. Je pense qu'on peut le résumer là, peut-être là, dans ces mots-là. Mon père qui nous demande pourquoi les Mets continuent de faire confiance à Ottavino, je vais te répondre pas en quelques secondes, ils n'ont personne d'autre. Puis Edwin Diaz est blessé, puis il ne performe pas. Là. Je pense que c'est vraiment juste un manque de ressources là, du côté des Mets de New York à ce niveau-là. Simon 11 qui nous parle de Jorge Lopez. Félix, peux-tu nous résumer cette situation-là rapidement là, qui a eu lieu là, qui a eu lieu mercredi soir? Jorge Lopez là, qui joue soit pour une mauvaise équipe ou qui est un mauvais coéquipier, c'est pas clair. Écoute, hier, Jorge Lopez, qui est un releveur avec les Mets, qui ont signé il y a quelques années, était hyper dominant avec les Orioles, avait un gros début de saison. Là, il était rendu avec les Mets, n'est plus avec les Mets depuis plus tôt aujourd'hui. Hier, se fait expulser de la rencontre et clairement, Lopez semble être vraiment fâché de la situation, au point où, ça c'est une première dans ma vie, il a pris son gant et il l'a lancé dans les estrades. Là. Il voulait même plus rien savoir de son gant. Et comme c'était pas assez parce qu'il y avait déjà de la tension avec les Mets, c'est Carlos Mendoza l'a dit après le match, c'est inacceptable, faut qu'il y ait quelque chose qui change. Il y a eu un bon meeting et Lopez a eu une bonne heure pour dégonfler et a décidé de parler aux médias après. Oui, il a dit, là c'est le bout où est-ce que tout le monde n'est pas trop sûr de ce qui a été dit. Il a dit qu'il était soit dans la pire équipe des majeurs ou qu'il était le pire coéquipier des majeurs, ou il y en a qui disent qu'il était le pire coéquipier de la pire équipe des majeurs. Bref, tout ça pour dire que finalement, Lopez a perdu son emploi. Les Mets l'ont montré la porte carrément. On s'est justifié en disant qu'on a des standards à atteindre chez les Mets. C'est inacceptable. On parlait de gars qui étaient capables d'aider chez les Mets. Ottavino était un des seuls. Lopez était aussi un des bons bras de confiance. Et là, on enlève pour des raisons qui sont complètement stupides, si on peut se permettre. C'est dommage que ça finisse comme ça parce que les Mets ont besoin de talent. Puis Lopez aussi a eu des derniers mois un peu difficiles avec son enfant qui est aux prises avec une maladie importante. Peut-être que c'est un surplus d'émotions qui est sorti à ce moment-là, mais c'est dommage comme situation dans l'ensemble. Puis je sais pas si une autre équipe va y faire confiance. Pour moi, je me demande s'il va rebondir. Est-ce qu'une équipe va dire peut-être qu'on va être capable de le recadrer un peu? Mais c'est vraiment dommage. Puis ça a été toute une situation dans une saison qui est assez difficile pour les Mets. Une autre situation qui résume un peu cette saison-là difficile pour les Mets. Ça a été vraiment dur comme situation. Puis Sébastien, je suis curieux d'avoir ton avis. Là. Je regrette, là, je l'ai écouté, cette citation-là. Là, il a dit équipe. Il n'a pas dit coéquipier. Là. Ouais. Moi, dans ma tête, c'est clair, il a dit équipe. Mais je peux pas croire que c'est ça qu'il a dit. Puis en plus, le journaliste lui demande de préciser sa pensée. Puis il dit à peu près la même chose. Ouais. Est-ce que c'est la barrière de la langue? Il y a certains joueurs qui veulent avoir un traducteur pour être sûr que ce genre de situation-là n'arrive pas. Je ne peux pas croire que lui est arrivé dans le vestiaire de son équipe et a dit, bon, là, oui, il y a de la frustration, oui, il y a une situation personnelle un peu difficile, mais qui va arriver et il va dire, bon, je suis dans la pire formation de la MLB. Je pense pas. J'ai l'impression que c'est un mélange d'un peu beaucoup de choses, la langue, la frustration, son état dans cette circonstance-là, mais je ne peux pas croire qu'il s'est présenté là avec cette intention-là. On a Simon ici, je vais vous transférer le message à vous, les gars. Les défaites des Yankees commenceront demain contre les Giants d'Arson Judge. Martin qui nous dit, je serais curieux de voir Anthony Rendon des Angels devant le capitaine Judge, faisant référence tantôt là, à nos commentaires sur le leadership d'Aaron Judge. Il marcherait peut-être un petit peu plus au pas, puis je pense qu'il ne dirait pas aux journalistes qui ne parlent pas anglais. Non, mais il jouerait juste pas, là. Un gars qui dit que ça ne tente pas de jouer au baseball et que ce n'est pas sa priorité, je ne pense pas qu'Aaron Judge accepterait ça dans le vestiaire. Non. Non, on s'entend. Matt qui nous demande à quand le début du fils d'Andrew Jones dans les majeurs. Est-ce un bon joueur de baseball? C'est quand même un deuxième choix au total, Drew Jones, là, de la part des Diamondbacks. Là, j'ai sorti ses statistiques ici. Présentement, il est au niveau A. Il frappe pour 276. Il a 2 circuits, 23 points produits là, depuis le début de la saison. C'est un bon joueur de balle, mais c'est un jeune, puis à part les exceptionnels, ça prend toujours quelques années à arriver. Donc, à quand... On a-tu perdu Charles? Je pense que oui. OK, moi aussi, j'étais comme figé. Donc, il était rendu où? J'ai perdu la fin de son... On parlait de ça d'Andrew Jones, comme quoi ça prend quelques années avant qu'il arrive et tout. Puis tu sais, on l'a vu, ça n'a pas nécessairement été facile pour lui. C'est son arrivée dans le baseball professionnel et tout. A eu besoin d'un peu de temps pour comme partir et tout.
mais tu sais, il est encore jeune, encore le temps, puis je pense que sa meilleure chance d'atteindre les majeurs, c'est un peu comme son jeu défensif qui est exceptionnel, puis je pense que c'est sa meilleure chance d'atteindre les majeurs éventuellement. Peut-être pas encore avant 2-3 ans, surtout que les Diamondbacks ont déjà de la bonne profondeur au champ extérieur. J'ai hâte de voir si on va être capable de le voir dans les majeurs un jour et si oui, dans combien de temps. Ça va être intéressant à suivre sa progression dans les prochaines années. Oui, exactement. Puis c'est pas seulement le fils de. T'sais, un C'est peu ça. comme Jackson Holiday, c'est pas juste un nom qu'on va C'est ça. monter juste parce que c'est un nom qui est connu, c'est le fils d'un ancien joueur étoile même dans le baseball majeur. Non, c'est vraiment un Ouais. joueur de talent. Mais comme tu l'as mentionné, il faut lui laisser le temps Exact. de grandir, de progresser. Si on le monte trop vite, on l'a vu avec Jackson Holiday. Je ne dis pas qu'on l'a monté trop vite parce que moi, je pensais qu'elle allait être là le premier jour de la saison. Par contre, on a vu que c'est difficile. Là, la marche entre le 3A et le baseball majeur, ça peut être difficile, surtout quand c'est un premier rappel dans les majeurs. Donc, il faut prendre le temps. C'est des jeunes joueurs. Ils vont progresser à travers les niveaux des ligues mineures, puis ils vont arriver où ils vont se rendre finalement, parce qu'on le sait que ce n'est pas un problème de talent, c'est juste une question de temps. Oui, c'est ça. Excellent. Donc, c'est ce qui va mettre un terme à notre podcast, épisode 14 de Passion MLB. Merci beaucoup, Félix. On a perdu Charles en cours de route, mais tu sais, entre moi et toi, c'est pas une grande perte. Là, on a perdu le moins pire des trois. Merci pour l'invitation. Fait que c'est super apprécié. Puis on se refait ça bientôt. Ça a été un plaisir de faire ça avec vous ce soir. Certainement. Puis peut-être qu'on va pouvoir faire ça avec la menace en entier, pas Le seulement triple un menace, tiers c'était le fun, de la menace. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous encore une fois. Beaucoup de questions. Ça a été vraiment plaisant de discuter avec vous comme à chaque semaine. Mais on dirait que cette semaine-là, il y avait une petite coche de plus. On avait encore plus d'interactions. Donc, on espère que ça va aller en grandissant. À tous les jeudis, on est présent dès 20h en direct sur Facebook, sur X, anciennement Twitter, sur YouTube également. Mais par la suite, cet épisode-là, comme les autres, vont être disponibles sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcasts, Amazon Music. Donc, si vous nous cherchez, vous allez nous trouver. Donc, on sent que l'effervescence commence. On en est très heureux. Donc, on se voit la semaine prochaine.